OK. Bonjour tout le monde. Je pense que la majorité ont pu se connecter. Merci d'être présent pour aujourd'hui. En fait, on fait un podcast là, pour faire un peu l'état de la situation dans la région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Donc, il va y avoir Dr Bonnie Vigé, qui est directeur régional de santé publique pour Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Et un petit changement, mais je suis certain que vous ne serez pas déçus. Ça va être Madame Duguay qui va prendre la parole aujourd'hui pour le point de presse, qui est la PDG du CIS de la Gaspésie. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Dr Bonnie Vigé. Bonjour tout le monde. Écoutez, vous connaissez un peu les chiffres qu'on publie tous les jours, là. Et juste on pourra y revenir si vous voulez dans le détail, mais je pense que ce qui est important de voir, c'est que depuis quelques jours, on atteint un certain plateau. Là, les chiffres tournent toujours autour de 20. Et tout comme dans le reste du Québec, ça tourne autour de 1000. Donc, on a grand espoir dans l'ensemble du Québec et chez nous aussi que les mesures qui ont été mises en place commencent à porter des fruits, dans le sens où ils auraient ralenti probablement la progression de l'éclosion comme telle que nous vivons. On espère maintenant que ce plateau-là va se maintenir un petit peu, puis commencer à redescendre. C'est un peu la même chose pour ce qui est du CHSLD de Maria. Vous avez remarqué peut-être que le nombre de cas du côté de ce CHSLD-là diminue de jour en jour. Et en fait, on n'a presque pas eu de cas depuis quelques jours. Et du côté de l'Aidé Maria, ça a commencé à ralentir un peu, même si on a encore des cas. Comme je vous le disais, c'est une éclosion qui est plus récente, donc on a encore des gens qui ont été atteints par le virus qui développent la maladie. On a évidemment quelques éclosions là, dont vous avez certainement entendu parler en milieu scolaire. Alors, c'est préoccupant, mais pas quelque chose qui est hors contrôle actuellement. Je pense que ça nous illustre très bien que le virus est vraiment présent et que il cherche toujours à s'infiltrer au moment où on s'y attend le moins. Vous avez entendu parler de la chasse, alors si ça vous tente, on pourra en reparler à travers vos questions. Les messages sont assez simples. Hein? C'est pas le fait de se promener dans le bois qui va nous infecter. C'est vraiment le fait après la chasse, de faire des fêtes ou de ne pas avoir prévu un endroit pour dormir où on est assez loin des personnes qui dorment avec nous. Donc, je pense que avoir prévu des tentes, avoir prévu des roulottes individuelles ou alors assez loin, là, un bon 3 mètres d'une couchette à l'autre, ça peut aider beaucoup à ne pas avoir une chasse qui va se terminer par une maladie qui parfois est vraiment pas drôle, mais qui de toute façon va vous faire perdre au moins une dizaine de jours. Et qui, en plus, si jamais vous revenez à la maison avec des symptômes, vous risquez de contaminer la famille, les amis, le milieu de travail, etc. Alors, je pense que ce qu'on ne peut que répéter puis qu'être d'accord avec ce que le premier ministre et le ministre de la Santé nous ont dit clairement dans leur conférence de presse, c'est-à-dire que la limitation de nos contacts sociaux va nous donner des bons résultats. C'est plate, mais c'est la seule façon pour l'instant de retourner le virus d'où il vient, plutôt que de continuer à l'encourager à se développer. Merci. Donc, ça va être Madame Duguay pour la prochaine partie. Oui, merci beaucoup, Madame Beaulieu-Gendron. Merci, Dr Bonnie Vigé. Bonjour à chacune de vous. Comme vous le savez, depuis maintenant 3 semaines, nous faisons face à 2 éclosions dans la baie des Chaleurs, entre autres ce qui concerne la santé, celle du Lady Maria et celle du CHSLD de Maria.
Depuis le début, il y a une grande présence de gestionnaires sur place afin de soutenir les membres du personnel qui démontrent naturellement une grande mobilisation et qui font un travail exceptionnel. Je tiens également à souligner le travail extraordinaire de l'équipe médicale. Au cours des dernières semaines, nous avons dû prendre des moyens afin de pallier aux ressources qui ont dû être retirées de leur travail, étant donné qu'elles étaient positives ou en isolement préventif. Aussi, nous avons mis en place plusieurs leviers afin de pallier à ces ressources. Nous avons eu recours à des agences de placement pour avoir davantage de préposés aux bénéficiaires, d'infirmières auxiliaires et d'infirmières. Toutes les personnes de la liste Je contribue ont été appelées en continuent d'être appelées et de cette liste, plusieurs ont été embauchés ou sont en cours d'embauche. Nous avons même interpellé des entreprises privées un peu de partout au Québec qui sont venues nous prêter main forte pour répondre aux besoins accrus en hygiène et salubrité, comme vous le savez, dans une période de contagion qui est un service essentiel. Des préposés sont également nouvellement formés et sont maintenant font partie des équipes. Nous en avons actuellement 18. Près de 80 personnes ont été embauchées ou sont en cours d'embauche au CIS par les équipes ressources humaines qui sont presque exclusivement dédiées aux embauches. Nous avons aussi des personnes qui avaient démissionné quelques mois passés et qui reviennent nous rejoindre pour travailler sur le plancher. En ce qui concerne le matériel, je veux rassurer toute la population gaspésienne. Nous pouvons vous confirmer que nous n'avons aucun enjeu en ce qui concerne l'approvisionnement. Pour les masques chirurgicaux, les jaquettes, les blouses, les équipements de protection, nous avons au CIS de Gaspésie tout ce qu'il faut en quantité suffisante. C'est impressionnant, je dois quand même vous le dire, de voir tout le travail qui se fait au quotidien par les équipes sur le terrain. Nous ne remercierons jamais assez tout le personnel, les médecins, les gestionnaires pour les exploits qu'ils font chaque jour. Je vais être honnête avec vous, la vague 2 est carrément plus difficile, plus différente que la vague 1. La vague 1 était au printemps, on avait l'énergie du printemps, c'était la première vague. La deuxième vague est plus difficile, c'est l'automne. Ça demande beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus d'heures de travail. On doit prendre soin de notre personnel et on doit chaque jour les remercier et être à leur écoute. Permettez-moi de terminer en m'adressant à la population. Les efforts qui vous sont demandés actuellement sont hautement complexes et difficiles. Ce qu'on vous demande, entre autres, c'est de vous protéger et de se protéger, mais aussi de protéger notre système de santé et le personnel en place pour être apte à donner les soins à la population qui en a besoin. J'aurais une pensée particulière pour nos jeunes qui actuellement, la vague 2 les touche. Il y a de l'espoir pour les jeunes, une pensée particulière pour nos aînés. Il faut être là pour eux. D'ailleurs, les aidants naturels sont interpellés afin de leur prêter main forte et de continuer à être présents dans leur vie. Serrons-nous les coudes ensemble, tous les Gaspésiens, et soyons solidaires afin de casser cette deuxième vague et de passer rapidement à notre vie normale. Merci beaucoup à chacun et chacune de vous. Merci beaucoup. On va pouvoir passer à la période de questions. Comme à l'habitude, en fait, je vais nommer les journalistes, puis ça va être 2-3 questions par journaliste, puis on verra par la suite pour la suite. Donc, en premier, c'est Julie Drapeau. On pourra revenir. Donc, Simon Gamache-Fortin. Oui, question pour Dr Bonnier-Vigé. Donc, on voit vraiment que c'est concentré là, dans la MRC d'Avignon, la hausse des cas cette semaine. Vous semblez parler d'un plateau. On voit que dans la MRC de Bonaventure, ça semble augmenter. Est-ce que c'est une situation qui vous inquiète compte tenu qu'on est géographiquement tout simplement à côté de la MRC d'Avignon? Il va falloir ouvrir votre micro. Oui, j'ai effectivement la même
inquiétude que vous et les élus du coin aussi. D'ailleurs, le maire de Richmond a pris la décision avec ses conseillers, puis en discutant avec la population de fermer quelques installations municipales. C'est certain qu'avec une pression importante du virus dans la ville juste d'à côté, et comme il y a des gens qui travaillent dans l'une et l'autre ville, on a un risque assez élevé qu'il y ait une propagation. Mais si vous remarquez, le nombre de cas quand même est pas de la même amplitude, il n'y a pas du même ordre de grandeur qu'on a dans les deux villes. Donc, les gens sont, je pense, très conscients. Les gens vont agir en conséquence et on espère que le peu de propagation qu'il y a pu y avoir, ça s'estompe aussi avec le fait que les cas vont peut-être commencer à diminuer. Là. Parce que le plateau, on le voit quand même relativement bien quand on regarde le nombre de nouveaux cas chaque jour. Merci beaucoup. Merci. On pourra revenir. Donc, Jacinthe Leclerc. Oui, j'ai une question pour le docteur Bonnie Vigé à propos de Port-Daniel, parce qu'il y a eu une éclosion dans l'école primaire. Je voulais savoir, on est rendu où avec les deux classes? Est-ce que les enquêtes sont terminées? Les enquêtes sont terminées auprès des enfants là, qui ont été atteints par la COVID. Mais on a isolé les deux classes parce que ce sont des contacts. Hein. Les enfants se sont côtoyés. Donc, il y a un risque qu'il y ait d'autres cas qui surgissent d'ici la dizaine de jours qui restent à peu près là, à l'isolement de 14 jours. Alors, on surveille continuellement ce qui se passe et on est en lien et avec la commission scolaire et avec les enfants et les parents. Merci. Merci. Simon Carmichael. Simon Carmichael. Okay, oui. Allô? Je semble avoir un problème technique. Je reviens plus tard. Ça fonctionne. Ah, bon. On va repasser. Donc, Roxane Langlois. Oui, alors ma question est pour le docteur Bonnie Vigé. Lorsqu'on s'est réunis la semaine dernière en point de presse, dimanche, tout juste là avant de déclarer les 3 municipalités d'Avignon en zone rouge, vous étiez plutôt optimiste. Vous aviez parlé même du fait que vous espériez que la zone rouge dans les 3 municipalités d'Avignon se limiterait à une semaine. Je sais que, il est déjà tôt pour se poser la question, mais comme on est déjà vendredi, est-ce que ces plateaux-là que vous constatez pourraient être suffisants pour, justement, la semaine prochaine, qu'on regagne un peu la zone orange ou, en fait, des habitudes un peu moins strictes? Je pense qu'on devrait se garder une petite prudence et puis attendre encore une autre semaine pour voir si le plateau va se transformer en pente descendante avant de changer la couleur, donc changer les mesures. Je pense qu'il faut se donner un peu de temps. Quand on met des mesures en place, il faut leur laisser le temps d'avoir un effet. Alors, je suis quand même heureux de voir qu'on a relativement, on va être honnête, là, on ne peut pas attribuer ça comme une cause à effet, les mesures qu'on a mises, puis le plateau qu'on a obtenu, puis qu'on observe, mais on fait la relation. Et si ce plateau se maintient, puis quelques jours encore, puis commence à descendre, ça veut dire qu'on aurait pris les bonnes décisions et que les mesures fonctionnent. Alors, on va les laisser fonctionner un petit bout de temps, puis quand on sera revenu à des seuils qui sont équivalents à ce qu'on retrouve dans les autres MRC. Je pense que là, on pourra effectivement penser à changer la couleur. J'aurais une deuxième petite question, si c'est permis.
Actuellement, en 5 semaines, on cumule le même nombre de décès que pendant les 5 premiers mois de la pandémie. On a aussi surpassé le nombre de cas encore une fois en 5 semaines. Qu'est-ce que ça nous dit sur cette deuxième vague-là? C'est quand même assez fulgurant. Qu'est-ce que vous constatez, vous? Oui, mais je pense que je ne suis pas le seul à constater. J'ai l'impression que la deuxième mouture du virus, est-ce qu'il y a eu une mutation ou pas, je ne sais pas, ou ce sont les conditions de vie dans lesquelles il se retrouve qui le rend plus vigoureux, mais il est définitivement plus contagieux. Il laisse beaucoup moins de chance aux erreurs. Alors, il doit absolument passer d'une personne à l'autre pour survivre ce virus-là. Il met toutes ses énergies à ça. Alors, le moindrement qu'on lui laisse une petite ouverture, il en profite. C'est ce qu'on peut remarquer là, cet automne. On ne peut pas relâcher la garde du tout. Il ne donne vraiment aucune chance. Merci. Merci, Joanne Bérubé. Joanne Bérubé. OK, on va pouvoir y revenir. Il y a Simon Carmichael qui son son est correct. Donc, Simon. Oui, bonjour. Bon, désolé pour ce petit problème technique. Monsieur Bonnier-Vigé, on m'a rapporté là, des délais importants pour ce qui est du dépistage. Là, on parle de plus de 96 heures dans à peu près toutes les MRC, même celles qui sont moins touchées, notamment le Côte-de-Gaspé. On sait que la majorité des tests sont analysés à Rimouski. Bon, comment est-ce que la situation de dépistage est en ce moment? Puis est-ce que ce serait plus efficace si le dépistage était fait en Gaspésie directement? Bien, il y a une grande partie des tests de confirmation parce qu'on parle moins de dépistage que de confirmation de ce temps-ci. Là, on demande aux gens de se présenter, les gens qui ont des symptômes ou les gens qui sont référés. Alors, les tests sont réalisés en grande partie en Gaspésie, du côté de Maria, du côté de Rocher-Percé, entre autres. Mais effectivement, il y a une portion des tests qui sont réalisés à Rimouski. C'est clair que plus les tests sont rapprochés des gens, plus le résultat est facile à obtenir et à livrer. Je dois dire que notre équipe est un peu étirée, mais on a engagé beaucoup de gens là, pour pouvoir la renforcer. Elle n'est pas encore optimale dans le sens où il y a beaucoup de gens qui sont encore en apprentissage. Mais chaque jour, je pense qu'on améliore notre capacité de rejoindre les gens puis de livrer les résultats. Merci beaucoup. Deuxième question, ce serait pour Mme Duguay. Aujourd'hui, il y a 3 syndicats là, qui ont fait une sortie pour dénoncer le manque de plan du C3S pour ce qui est de la gestion des ressources humaines pour la deuxième vague. Bon, on mentionnait là, des restrictions dans les équipements de protection, qu'il fallait faire des demandes aux gestionnaires, des gens qui sont obligés de passer de zone chaude à zone froide, des gens qui partent à la retraite parce qu'ils ne sont pas satisfaits des conditions. Ma question, c'est qu'est-ce qui a été fait sur ce niveau-là depuis la première vague? Puis qu'est-ce que vous comptez faire pour rassurer les employés qui ont peur de revivre un scénario comme à la première vague? Votre micro est coupé, je pense. Excusez-moi. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Écoutez, le scénario que vous me décrivez, là, il m'étonne un peu, mais je vais quand même tenter de vous répondre. La première vague, je pense que ça a quand même été assez bien. Le personnel, les gestionnaires et les médecins ont vraiment relevé le défi. Pour la deuxième vague, on est encore beaucoup plus outillés. Pour le personnel, naturellement, il y a des services qui sont en place depuis la première vague là, pour soutenir le personnel au niveau psychosocial. Il y a quand même des programmes avec aussi le bureau de santé. Il y a des répondants, des travailleurs psychosociaux qui font le pont avec les gens qui ont plus de difficultés. Au niveau du personnel, la mobilité est interdite, donc on ne peut pas prendre
quelqu'un de la zone chaude et le ramener un employé à la zone froide, à moins d'une situation exceptionnelle et d'avoir toutes les protections, mais c'est vraiment exceptionnel. Dans la deuxième vague, là, j'en ai pas, ça n'a pas été porté à ma connaissance. On est très bien supporté par le ministère, tout est très bien encadré, le plan de délestage, le plan de contingence pour toutes les clientèles. Donc, je ne pense pas qu'il y a quoi que ce soit qui est laissé à l'imprévu. Il y a des décisions qui sont supportées par des orientations ministérielles très, je vous dirais, très structurantes. Pour le personnel aussi, le personnel qui doivent travailler, c'est sûr qu'il y a des arrêtés ministériels qui sont mis en place. Écoutez, on est en période de pandémie, donc il y a des obligations qu'on doit mettre en place. C'est sûr que ça fait pas le bonheur de tout le monde, mais sachez que les gens qui travaillent à l'heure actuelle dans les zones plus chaudes, comme les endroits où nous avons des éclosions, le climat de travail est très bon, le personnel est mobilisé, et ça partout en Gaspésie. Encore depuis hier, j'ai fait la tournée de la Gaspésie par Zoom là, avec l'ensemble des gestionnaires, et soyez assurés que les problèmes nous sont toujours adressés et sont réglés rapidement. Mais il n'y a rien qui est laissé dans l'imprévu. Et la gestion du matériel, je pense que je l'ai dit tantôt, il n'y a pas de problème à cet égard-là. Il y a une organisation au niveau du matériel, une planification, mais encore, on a le matériel nécessaire de prévention des infections partout en Gaspésie. Si je peux juste me permettre une petite question, Clémence. Bon, il y a vraiment eu une conférence de presse là, précisément là-dessus, il y a qu'une heure devant l'hôpital de Gaspé. Comment est-ce que vous expliquez une espèce de différence entre ce qui se dit du côté de la direction et ce qui se dit du côté du syndicat? Parce que ce qu'on disait du côté du syndicat, c'est qu'il y avait de la mouvance de personnel, qu'il y avait des restrictions pour ce qui est de l'équipement. Comment est-ce qu'il y a une différence comme ça entre les deux discours? Écoutez, je me pose la même question. Et je devrais vous dire qu'il y a quand même des rencontres régulières avec nos syndicats et nos gens des ressources humaines, des rencontres là, sur le plan quotidien aux 2 ou 3 jours, où on demande à nos représentants de syndicats de nous adresser les problèmes pour qu'on puisse se placer en mode solution et en mode collaboratif également. Normalement, c'est fait. Il y a un très beau travail de collaboration avec nos représentants de syndicats. Donc, je m'explique pas comment je m'explique pas non plus ce que vous m'amenez, là. Mais pour nous, ce qui est important, c'est ce qui se passe vraiment sur le terrain avec notre personnel. Je dis pas qu'il n'y a pas d'exceptions. Peut-être qu'on les connaît pas, les exceptions. Moi, je leur demande de me faire signe s'il y a des exceptions que je ne suis pas au courant pour mettre en place les solutions. On est vraiment là pour trouver des solutions puis d'aider notre personnel à vivre la pandémie avec nous. On est là pour ça et on met en place tout ce qu'il faut pour les aider et les supporter. Merci. Merci. Joanne Bérubé. On va y revenir. Gilles Gagné. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonjour. Ma question s'adresse, j'en ai deux. Je sais que vous ne vous attendez pas à des cas particuliers, mais il est arrivé quelque chose à un ex-résident de Lady Maria. On entend parler d'une enquête menée par le CIS. Pouvez-vous préciser un peu ce que le CIS fera pour ce cas-là? Le cas Aurel Dubé, moi je le nomme, mais si vous voulez pas le nommer. Là. Écoutez, je peux y aller, Mme Gendron? Oui, merci. Tout d'abord, je voudrais sincèrement souhaiter mes plus sincères sympathies à la famille et aux proches dans cette période-là qui est très difficile, vous comprenez bien. Je pense que vous avez été, comme vous dites, M. Gagné, par souci de confidentialité, là, je ne peux pas non plus commenter le cas en particulier. Mais il est important de se rappeler que le CIS a une responsabilité populationnelle à l'endroit de l'ensemble des usagers de son territoire. Notre priorité a été donc de rassurer et de donner des soins et des services de qualité à toute notre population. Au cours de la pandémie, il y a quand même eu différents transferts là, de la résidence privée Lady Maria vers l'urgence. Là, on doit en convenir. Puis selon l'état de santé, l'évaluation médicale, à ce moment-là, l'orientation de l'usager se faisait. Et le travail médical aux urgences a très bien été fait. Et pour nous, c'est sûr que l'important, c'est que nos clients soient en sécurité
Donc, on a toujours la responsabilité de trouver une ressource pour accueillir le client là, qui le nécessite. Donc, c'est ce qui a été fait pour le cas mentionné. Mais il y a également une enquête là, qui a été demandée à la commissaire aux plaintes pour la dite situation. Peut-être qu'il y avait une... Bon, j'en ai une deuxième pour le docteur Bonnier-Vigé cette fois. Je fais un peu de pouce sur la question de Roxane tantôt. Est-ce qu'il est possible que le relâchement de cet été, j'en fais une hypothèse, mais je pense qu'un peu tout le monde est d'accord là-dessus, qu'il a été difficile de rembarquer les gens dans de nouvelles contraintes et que c'est peut-être ça aussi qui est à la source des éclosions et de la contamination communautaire à laquelle on assiste depuis, disons, la mi-septembre? C'est certainement un des facteurs qui a joué, mais tout le monde aussi a toutes sortes d'anecdotes qui rapportaient que les mesures étaient plus ou moins suivies cet été. Et à certains moments, la plupart des gens suivaient les mesures, mais il y en avait vraiment des relâchements et je suis pas certain que les relâchements qu'on a constatés à l'automne sont beaucoup plus nombreux que ceux de cet été. C'est pour ça que je m'interroge sur la contagiosité accrue du virus, parce qu'on n'a pas eu ce genre d'éclosion-là alors qu'on avait 2 fois plus de population sur le territoire cet été. Merci. Il y a Jean-Philippe Guilbeault. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Parfait. Donc, je vais poser les questions pour Joanne, pour Radio-Canada. Dans le fond, vous dites, ma question pour Dr Bonnier-Vigé, vous dites qu'on a effectivement un plateau, qu'il y a plus de hausse de cas marqués depuis quelques jours, mais en même temps, le nombre de cas quotidiens, ça ne... On ne voit pas une très grande baisse non plus. Là. C'est maintenu à un plateau. Comment vous expliquez qu'il y a encore justement des cas quotidiens quand même élevés qui maintiennent ce plateau-là, puis que, comme vous dites, on ne voit pas encore une pente descendante là, pour le moment? Bien, le temps d'incubation du virus pour produire la maladie, ça peut aller jusqu'à 14 jours. En moyenne, c'est entre 4 et 5 jours, mais il y a des gens qui développent la maladie au 14e jour. Donc, on doit s'attendre qu'à partir du moment où des mesures sont implantées, l'effet de ces mesures en fait, se réalise au bout de 14 jours, pratiquement. Donc, c'est pour ça. Je pense qu'on doit s'attendre à avoir encore des cas là, pendant un certain temps, même si tout le monde respecte toutes les règles, parce que il y a des personnes qui ont été infectées. Et puis, comme le virus ne produit pas de maladie tout le temps chez les gens, il y a plusieurs personnes qui peuvent faire la maladie, mais sans symptômes. Ces gens-là, on se méfie moins aussi. Alors, des fois, ils baissent la garde sans trop s'en rendre compte. Alors, c'est normal qu'on ait des cas qui vont se poursuivre pendant un bon bout de temps. Là. Ça ne s'arrêtera pas tout d'un coup. Je vais poser mes 2 prochaines questions peut-être en rafale, puis c'est pour vous aussi, encore une fois, Dr Bonnier-Vigé. Donc, depuis le début de la pandémie, là, on parle d'environ 549 personnes là, qui ont été contaminées en Gaspésie, puis c'est plus que la Côte-Nord et le Bas-Saint-Laurent ensemble. Est-ce que vous avez des pistes d'explication de pourquoi est-ce que ça l'a justement pris beaucoup plus rapidement en Gaspésie qu'ailleurs dans les autres régions voisines? Puis parlant de régions voisines, l'autre question que je vous poserai là-dessus, c'est aussi en lien avec un peu la chasse, la saison de la chasse qui s'en vient. Hier, au point de presse du ministre Dubé, il y a des régions, d'autres régions, la Côte-Nord, le Saguenay, Lac-Saint-Jean notamment, qui ont fait la demande à Québec d'avoir des points de contrôle de policiers, pas des points de contrôle coercitifs là, pour bloquer l'entrée, mais plus informatifs, disons, là, de policiers qui vont sensibiliser les gens à l'entrée de la région. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez pour la Gaspésie là, avec l'arrivée de la chasse là, qui débute dans les prochaines semaines? Je vais revenir à la question, à la première. Là.
qui concerne le fait qu'on ait eu beaucoup de cas dans notre région. J'ai pas beaucoup plus d'explications que les autorités nationales quand ils discutent de pourquoi est-ce que le Québec a plus de cas que les autres provinces canadiennes. Ce qu'on peut dire, c'est que dans la première vague, on a eu beaucoup de cas à cause d'éclosions dans un CHSLD particulièrement, pas un CHSLD, une RPA. Et puis le CHSLD aussi a été touché. Ça a eu un gros impact au départ. Il y a eu beaucoup de transmission communautaire par la suite, en lien un petit peu avec ça. Dans la deuxième vague, ce qu'on remarque, c'est qu'on a encore 4 grosses éclosions. Là. Il y a 2 dans la communauté avec la fréquentation de centres communautaires, puis 2 dans des résidences de personnes âgées. Alors, c'est très concentré. Si on n'avait pas ça, on serait à peu près comme les autres. Là. Donc, j'ai pas d'explication autre que celle qu'on est face à un virus qui a un comportement qui est différent du virus de l'influenza, pour dire quelque chose. On est capable de voir, quand on suit une courbe épidémique de l'influenza, on voit plutôt des gens qui transmettent à d'autres gens de façon relativement constante. Mais là, on a affaire à un virus qui explose dans un petit milieu et puis qui, ailleurs, ne crée pas de grands dommages. Et on l'a vu aussi, qui, dans la temporalité, a explosé au début du printemps. C'est complètement calmé pendant l'été, puis réexplose maintenant, puis on ne sait pas vers où ça va aller. Alors, j'ai pas plus d'explications que ça. Je ne fais que constater, mais j'ai vraiment pas d'explication. Merci. David Alexandre Vincent. Peut-être juste pour les postes policiers, vite. Excusez, c'était excusez, oui, ça, c'était l'autre question. C'est toujours le danger de poser 2 questions. Pour les postes de contrôle, il n'était pas envisagé au départ. En fait, l'idée des postes qui sont remis là, dans les zones jaunes, c'est un petit peu sur la base de l'expérience qu'on avait eue avec les cordons sanitaires. Là. On avait vraiment fermé lors de la première vague les régions qui étaient moins atteintes pour les protéger des gens qui pourraient venir des autres régions. Dans le cas des régions actuellement qui ont ces points de contrôle-là, c'est essentiellement le Saguenay-Lac-Saint-Jean puis la Côte-Nord. L'idée est un peu la même, avec moins de restrictions, mais c'est un peu la même. Alors, supposons que notre région revenait vraiment à l'orange, là, par exemple, ou même au jaune, puis que les autres régions étaient très rouges, ce serait certainement une solution pour laquelle on pourrait discuter, puis on pourrait l'envisager. Mais pour le moment, dans le contexte où l'ensemble du sud du Québec est soit orange, soit rouge, ça a beaucoup moins de pertinence, disons. Il reste qu'il y a une restriction des mouvements qui sont demandés à la population parce qu'on sait que les mouvements entraînent le virus. Alors donc, on demande à la population de ne pas se déplacer, mais on n'insiste pas pour l'instant sur des barrages pour faire respecter cette consigne-là. Merci, David Alexandre. Oui, bonjour. Ma première question s'adresse à M. Bonny-Vigé. Qu'est-ce qui explique là, que, par exemple, la RSI de Bonaventure ne soit pas passée en zone rouge, soit la conserve en zone orange, lorsqu'on sait que les déplacements dans la vallée Chaleur sont nombreux? On note une hausse de cas. Est-ce qu'on peut dire qu'on a toujours le contrôle au niveau des enquêtes épidémiologiques pour retracer l'origine de tous ces cas-là? Parce qu'il y a quand même plusieurs municipalités là, qui décident d'adopter des mesures qui s'apparentent à la zone rouge. Oui, ben c'est un bon mouvement d'ailleurs de la part de ces municipalités-là, de ces communautés-là. Mais vous remarquez quand même qu'entre 140 et 40 cas, il y a une marge importante là, entre les deux MRC. Donc, on n'est pas dans les mêmes ordres de grandeur là, pour ce qui est de la contamination. Alors, ce ne serait pas nécessairement utile de demander les mêmes restrictions à toute la population de Bonaventure, en tout cas pour l'instant. C'est sûr que si les choses évoluent, puis ça va dans le sens contraire de ce que je pense que ça devrait aller,
probablement que c'est une des mesures qui est à notre disposition pour essayer de réduire la propagation. Mais pour l'instant, je pense que les mesures qui sont prises et puis les messages qui sont envoyés me semblent suffisants. On va laisser passer la fin de semaine, puis on réévaluera. Merci. Et ma deuxième question s'adresse à Mme Duguay. Bon, je sais que vous ne commentez pas de cas précis, mais pour faire référence au patient qui a été transféré de Lévis-Maria vers le CHSLD, la résidence privée parlait d'un manque de personnel. C'est la deuxième résidence ouverte avec une éclosion. Qu'est-ce que le CIS fait pour soutenir les résidences privées, justement, lorsqu'une éclosion survient, lorsque ça peut devenir difficile avec un patient qui est infecté? Vous parlez, oui, de trouver un toit des services pour ces années-là, mais concrètement, là, quel est le rôle du CIS pour accompagner justement les RPA? Oui, vous avez raison. Là, c'est vraiment concrètement quand nous aidons les RPA, nous avons une responsabilité dans le cas de... Est-ce que ce serait possible peut-être de baisser un peu votre caméra, s'il vous plaît? Pardon? Est-ce que ce serait possible de baisser votre caméra un peu, s'il vous plaît? Je ne voudrais pas cacher votre visage avec la lentille qu'on va ajouter par la suite. Est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que c'est possible de baisser la caméra? Je vais essayer, là. Je ne suis pas bonne techno. Je pense que c'est le plus, ça serait de se reculer, mais parce que c'est l'écran. OK. On peut y aller comme ça? Oui, je vous écoute. Parfait, je m'excuse. Écoutez, vous avez raison. Qu'est-ce que le CIS fait concrètement là, pour aider les RPA? Entre autres, pour la résidence Lévis-Maria, d'abord, on a des gestionnaires sur place qui relèvent du CIS. On a une infirmière de prévention des infections sur place 7 jours par semaine. Il y a des infirmières sur place sur 3 quarts de travail qui relèvent également du CIS 7 jours par semaine. On a aussi des PAB, des préposés aux bénéficiaires, des aides de services. Donc, on a une panoplie de personnel du CIS qui actuellement répondent aux soins, aux besoins de soins de notre clientèle en collaboration avec l'équipe médicale en place et le personnel de la résidence qui continue naturellement. Donc, vous parlez, peut-être pour conclure, là, vous parlez de soins offerts aux résidents, des équipes qui sont dédiées. Mais au niveau support, qu'est-ce qui est fait lorsque une RPA vit un problème particulier, justement, quelle sorte de support on peut amener? Lorsque, exemple, on dit j'ai un patient, c'est plus difficile pour le respect des normes sanitaires ou autres, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que vous me suggérez? Qu'est-ce que le CIS fait à ce niveau-là? En plus d'offrir, bien évidemment, s'assurer que les soins sont offerts et dispensés par le personnel nécessaire. Bien, le personnel nécessaire qui est en place là, 24 heures par jour, là, c'est toute une équipe là, qui est en place pour le faire. Et en plus, je vais souligner d'abord on a une personne qui est responsable des résidences là, du CIS. Et il y a des appels réguliers aux responsables, aux propriétaires. Donc, il y a des appels réguliers qui se font pour savoir s'ils ont des besoins. On a aussi du personnel qui font du télétravail et qui tous les jours appellent les résidents pour savoir là, leur état, comment ça va, etc. Nous avons également des gens qui sont là comme surveillants. Donc, je pense que tout le filet de sécurité est mis en place pour aider la ressource. Et on n'est pas en manque de personnel à l'heure actuelle, bien au contraire. Mais peut-être que je ne saisis pas bien votre question là. Non, j'ai bien compris. C'est bon, merci à vous. Merci. Donc, j'ai Myriam Donaldson. Bonjour, la question est pour Madame Duguay. Ce matin, il y a un syndicat d'ambulanciers qui a fait une sortie concernant l'hôpital de Maria, à l'effet que l'urgence est désuète et étant donné les transferts interhospitaliers, ils constatent que les normes et les mesures ne sont pas du tout les mêmes. Ailleurs, il y a corridor en zone rouge où personne infecté par la COVID ne côtoie d'autres patients, alors qu'à Maria, les ambulanciers se promèneraient à travers des civières séparées par seulement un rideau. Ils se
questionnent, craignent. Est-ce que vous pouvez, d'abord, êtes-vous sensible à cette situation qui est attribuable non pas aux efforts du personnel, mais je pense au lieu physique? Est-ce que vous êtes sensible à ça et est-ce que vous allez prendre des mesures supplémentaires pour, ou du moins nous assurer qu'il n'y a pas de danger de contagion si moi je vais à l'urgence, par exemple, et qu'il y a un cas de COVID à côté de moi? D'abord, je vous remercie de votre question parce que la sortie s'est faite ce matin et vous m'offrez l'opportunité justement d'y répondre. Effectivement, on respecte les normes de prévention des infections, mais oui, on est sensible à la situation parce qu'il y a une civière lorsque l'urgence est vraiment achalandée, on sait qu'elle l'est souvent là, dans la baie des Chaleurs, il y a une civière là, qu'on doit déplacer pour éviter justement le croisement entre certains clients qui arrivent, les ambulanciers ou quelqu'un qui serait sur la civière. Les travaux ont commencé en collaboration avec la direction des services professionnels, Dr Guilbeault, la direction des services techniques, les gens sur place, pour justement organiser le corridor, la trajectoire de service là, pour tous les clients ou les gens qui viennent à l'urgence pour éviter justement là, qu'on fasse un croisement avec une civière. Puis vous avez raison parce que l'environnement physique de l'urgence de Maria est vraiment pas adéquat pour différents niveaux, mais pour la prévention des infections, là, soyez assurés qu'on suit les normes. Mais on a fait une demande, comme vous le savez, pour on a quand même 2 dossiers actifs au ministère. On a le dossier de l'urgence, on a priorisé l'urgence et on a un dossier aussi d'une demande de construction d'hôpital. Donc, à long terme, c'est ça. À moyen terme, c'est l'urgence à refaire, mais à court terme, il y a des travaux là, qui sont amorcés. Merci. Je vois l'heure qui avance. On va prendre juste 3 dernières questions. J'avais Jean-Philippe qui m'a demandé la parole. Puis, par la suite, on verra. Merci. Oui, merci. Ma question est pour Madame Duguay. Juste un petit instant, mais c'est concernant justement les demandes du syndicat qui demandaient en fait un plan concret là, pour assurer le bien-être des travailleurs. Il y a des départs à la retraite anticipés, des congés de maladie, il y a des démissions en raison du nombre d'heures trop élevé. Là, je sais que vous avez parlé tout à l'heure qu'il y avait des obligations en place là, avec les arrêtés ministériels, entre autres. On fait état également des problèmes d'accès au matériel. Là. Je sais que vous avez dit qu'il n'y avait pas de pénurie de matériel, mais que c'était peut-être au niveau de ce qu'on comprend du syndicat, c'est peut-être au niveau des accès au matériel qui est plus problématique. Est-ce qu'il y a un plan de cette nature-là là, qui serait à envisager de votre côté? Écoutez, il n'y a pas de problème d'accès au matériel. Le matériel qui est requis est là et accessible pour la clientèle, pour les patients, pour le personnel. Il n'y a pas de problème de matériel. S'il y a un problème d'accès à un endroit, mais qui nous font signe qu'on va régler le problème là, à l'instant même parce qu'il ne doit pas avoir de problème d'accès au matériel. Mais il faut quand même reconnaître que le matériel qui est reconnu par l'INSPQ, c'est avec ce matériel-là qu'on travaille avec notre personnel. Donc, il n'y a pas de problème de matériel. Tout l'aspect de support aux ressources humaines, écoutez, on est capable de se dire qu'il y avait un problème de pénurie de ressources humaines, vous le savez, avant la pandémie. Puis il y en a un pendant la pandémie qui est accru. Mais notre responsabilité à nous, c'est de faire en sorte que le personnel ait les conditions pour offrir les services à la population. Certain que c'est pas facile pour le personnel lorsqu'il y a une pandémie, notamment de façon plus importante lorsqu'il y a des éclosions, parce qu'on doit y aller on commence toujours par une base volontaire pour avoir le volontariat des gens. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile. Donc, le ministère nous donne des leviers pour amener le personnel à s'impliquer de façon différente, comme par exemple, demander à du personnel qui travaille 7 jours par semaine, 7 jours par 2 semaines d'en travailler 10, de faire un temps complet. Comme par exemple, de demander à du personnel d'annuler des vacances, ça se fait par étapes, les congés par étalement. Ce sont tous des leviers
technologies qu'on a pour répondre aux besoins de la population. Donc ça, on les utilise le plus tard possible dans le cheminement, mais force est de constater qu'on est obligé de l'utiliser. Mais avant de faire ça, on fait appel à des agences privées, des entreprises privées, on fait un peu de délestage également, mais ce qu'on veut pas, c'est de diminuer les services à la clientèle. Le moins possible, en tout cas, on veut retarder le temps où on va diminuer l'accès aux chirurgies. On ne voudrait pas se rendre là. C'est possible qu'on doive se rendre là, mais on ne peut pas se rendre là. On essaie le plus possible également de garder les soins à domicile qui sont une priorité. Donc, de ne pas délester des gens de soins à domicile. Les services aux jeunes, nos services aux déficients, ceux qui ont des déficiences physiques, intellectuelles et tout. Donc, c'est de conjuguer avec tout ça. Et le personnel, je vous dirais, est très volontaire, s'implique, sont motivés et il y a un bon climat de travail dans nos établissements. Un bon climat de travail. Allez à la résidence Saint-Joseph, allez à la résidence Lady Maria, qui est la RPA, allez dans les hôpitaux, hein, je vous inviterai à aller dans les hôpitaux également, en Haute-Gaspésie, un peu partout, mais c'est pas le bonheur total, on est en pandémie, ça exige beaucoup du personnel, c'est clair, mais les gens s'impliquent et sont motivés. Merci, on va y aller avec une dernière question. S'il y en a. Parfait. Ben, merci beaucoup tout le monde. Puis merci Mme Duguay et Dr. Bonnivigé pour votre disponibilité. Je demeure disponible si vous avez d'autres questions pour ce qui est des journalistes. Merci tout le monde.